Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 1er avril 2023. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier qui est important, on va parler de la notion de choke point 2.0, je vous en ai déjà parlé notamment dans mes quotidiennes, c'est revenu plusieurs fois, c'est globalement, comme vous l'avez remarqué déjà depuis un certain temps, nous avons une pression très forte sur les crypto-monnaies, sur les banques qui sont proches des crypto-monnaies, notamment aux USA, mais pas que, on le retrouve aussi en France et en Europe avec l'arrivée de la législation et du framework légal. L'idée, ça va être de réfléchir à un petit peu ce qui est en train de se passer maintenant, prendre en considération justement ce qui est vraiment impactant pour les crypto-monnaies, ce qui se passe aux États-Unis avec la fermeture de certaines banques qui sont pro-crypto et la pression très forte qui est effectuée sur par exemple KuCoin ou encore Coinbase qui est en train d'arriver avec la SEC. Donc tout ça nous fait dire que en effet il y a quelque chose qui est en train de se passer, on n'arrive pas bien à discerner quoi, et j'essaie à travers cette émission de vous proposer mon analyse, en tout cas ma vision, et avec bien sûr les sources chez qui je suis allé chercher ces informations-là, parce qu'on a des personnes qui ont traité de long en large en travers tout ça, et justement l'idée ça va être de pouvoir passer sur l'ensemble de ces éléments et comprendre vraiment l'implication que ça va avoir par la suite. Pour résumer, ça fait déjà un certain temps qu'on sent qu'il y a une pression très forte, mais ça s'est vraiment accentué début d'année 2023. Alors beaucoup vont penser que c'est lié à FTX, mais en fait c'est pas forcément que ça, et ça a commencé réellement à sortir avec cet article lié à CoinDesk, qui est un article lié principalement à l'éditorialité de CoinDesk, et c'est son rédacteur en chef qui l'a écrit, et qui repasse sur l'ensemble des éléments. Il va expliquer pourquoi, globalement, on a l'impression que les États-Unis sont en train d'essayer de tuer la crypto, et pourquoi, comment et quels sont les différents éléments qui nous permettent de voir ça. Je vous ai déjà proposé cet élément-là dans la quotidienne, mais ça a été un petit peu ma première base de travail avec notamment l'administration Biden, et l'idée a été de voir un petit peu plus loin, voir d'où ça peut venir. Et je suis tombé sur cette schématique de choke point 2.0, et ça m'a un petit peu titillé, je me suis posé la question vraiment 2.0, et je me suis rappelé pas mal de choses qui étaient arrivées, parce qu'on oublie très vite, majoritairement, on a tendance à se dire que le passé est le passé, on le met de côté, et je ne me rappelais plus en effet qu'on avait déjà subi une pression très forte lors de l'administration d'Obama, et à l'époque, un grand nombre d'entreprises crypto avaient dû s'exiler des USA, justement, parce qu'il y avait trop grosse pression, et surtout une impossibilité réelle de pouvoir avoir une banque dans laquelle on pouvait créer une forme de business, et ça avait été un gros impact. Et on reviendra pas sur le 1.0, mais on va surtout se concentrer sur ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, et en complément de ça, je me suis aussi axé sur cette vidéo-là de Simon Dixon. Donc pour ceux qui connaissent pas Simon Dixon, c'est quelqu'un qui, depuis très longtemps, en fait, qui est pro-Bitcoin, déjà, il faut le savoir, qui est investisseur crypto, un très gros investisseur crypto, qui a beaucoup aidé à justement la démocratisation de l'industrie et à lever des fonds pour l'industrie, et qui explique tout simplement ce qui est en train de se passer, et la notion, il réexplique très très bien le choke point 1.0, il réexplique très bien ce qui s'est passé en amont de ce choke point 2.0, et pourquoi plus un domaine bancaire, parce que c'est quelqu'un qui vient vraiment de la banque, qui maîtrise totalement ce sujet-là. Moi je vais reprendre une partie du domaine bancaire, mais surtout je vais aussi acter sur ce qui est en train de se passer d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue réglementation. Alors, on va commencer déjà par rappeler quelque chose. C'est que on a commencé à avoir une pression au niveau des banques très forte qui a commencé assez vite avec principalement la Metropolitan Bank qui a commencé à annoncer déjà en janvier 2023 qu'ils allaient arrêter tout ce qui était lié à la crypto et que la banque allait justement sortir de toute cette partie liée à la crypto-monnaie et aux entreprises liées à la crypto-monnaie. Déjà, ça a été un premier impact où on s'est posé la question à cette époque-là si c'était précurseur ou pas, est-ce que c'était lié à la peur de FTX ou est-ce que ça allait beaucoup plus loin. La Metropolitan Bank avait un rôle vraiment important déjà dans le financement de sociétés, et le fait qu'elle commence à se retirer, c'était signe qu'il y avait une forme de pression assez forte. Ensuite, ce qui a été intéressant,
intéressant, ça a été réellement la notion de ce qui s'est passé avec Silvergate. Silvergate, alors, ça a été touché par FTX, il y avait une liaison entre FTX et Alameda et Silvergate, donc forcément il y a eu un gros impact, mais pour rappeler un petit peu ce qu'est Silvergate, si on regarde les dates, on parle de 2016, on parle de 2017, on parle de 2018, donc cette phase très forte au niveau des ICO qui a créé justement cette banque Silvergate qui a été le point d'ancrage de beaucoup de sociétés pour pouvoir justement lancer leur économie et qui avait énormément de VC qui passaient par Silvergate pour pouvoir financer une partie de leurs projets ou financer les projets dans lesquels ils investissaient. Et quand on regarde l'évolution qu'il y a eu et ce qui s'est passé notamment dans la cassure réellement de Silvergate, et ce qui s'est mis en place après justement Silvergate, quand on regarde ici, on a bien plus aucune banque qui a envie aux USA de toucher de près ou de loin à la crypto-monnaie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a beaucoup d'informations sur Hong Kong qui commence à se réouvrir et à et attirer justement les sociétés crypto pour venir s'installer, parce que actuellement aux USA c'est très compliqué de pouvoir faire la crypto beaucoup plus qu'avant, et ce qui est très intéressant c'est qu'on est en dichotomie totale de la schématique habituelle des États-Unis où on laisse tourner et ensuite on réglemente au fur et à mesure pour pouvoir laisser la liberté d'entreprendre. Là, on est quand même très loin. Et le cas de Silvergate a été quand même encore plus fort et dur, parce que le régulateur est venu fermer Silvergate et n'a pas assuré les fonds dans la banque, et en plus n'a pas mis en place une forme de rachat par d'autres banques. Parce qu'il y avait une relation avec FTX, c'était considéré comme beaucoup trop risqué, et dessus, il y a eu un gros écart qui s'est effectué. Ensuite, on a eu la Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, j'ai déjà couvert en long, en large, en travers. On va faire un rapide récapitulatif, mais on a eu un bank run dans lequel ils ont dû vendre un certain nombre d'assets à perte pour pouvoir assurer ce bank run. Ils ont fait des pertes et personne n'a voulu leur prêter de l'argent. Il y a eu le régulateur qui est venu fermer justement la Silicon Valley Bank, et derrière on a eu la mise en place d'un fonds de soutien de la Fed pour soutenir l'économie des différentes banques, pour assurer un prêt, et ensuite on a déclaré l'état d'urgence pour pouvoir assurer les dépôts avec l'assurance de dépôt effective, et même en est allé beaucoup plus loin parce que la Fed a assuré l'ensemble des dépôts de la Silicon Valley Bank. Mais il faut comprendre que la Silicon Valley Bank était un acteur majeur aussi du financement des startups dans la tech, et principalement, on va pas se leurrer, aussi dans la blockchain, et c'est pour ça qu'on avait des acteurs comme Cycle qui se trouvaient dedans, et plein d'autres acteurs aussi crypto qui se trouvaient au sein de la Silicon Valley Bank, et la fermeture de la Silicon Valley Bank a été vraiment une étape cruciale. Et ensuite on a eu une deuxième attaque qui a été très forte, qui a été la banque Signature, d'accord, la Signature Bank qui était très important, parce que on a beaucoup de choses derrière. On a une banque qui à la base n'était pas insolvable, en tout cas selon les dires des principaux acteurs qui connaissent très bien Signature Bank, et pour aller plus loin, ils décrivent vraiment que c'est une fermeture intempestive pour bloquer la crypto-monnaie. Signature Bank, qui existe aussi depuis relativement longtemps et qui était spécialiste dans la levée de fonds et dans la mise en place de financement de sociétés de crypto-actifs. On voit bien qu'on avait justement la Metropolitan Commercial Bank, donc qui avait expliqué en janvier qu'elle se retirait, et qui était liée directement à la Signature Bank. On a donc une forme de tenaille qui se met en place. Là, on voit qu'en juillet 2020, on a quoi? On a 1 milliard de dollars en T2 sur la Signature Bank, principalement pour des dépôts liés à la crypto. Donc on est sur quelque chose qui est très fort, qui était solide, et pourtant on s'est retrouvé dans quelque chose qui a cassé directement, alors qu'il n'y avait aucune raison, et c'est pour ça que principalement le représentant, donc Barney Frank, qui est en plus un anti-crypto, qu'on soit bien d'accord, définit que l'attaque est clairement faite pour les activités crypto de la Signature Bank. Et c'est là où ça a été vraiment un gros signe, et que le terme réellement de choke point 2.0 est arrivé. Et quand on regarde un petit peu en arrière, parce que là je parle vraiment des banques, on est le 14 mars, mais on recule un petit peu, qu'est-ce que l'on voit aussi? On voit des actions de la SEC, on voit les actions de la SEC sur le fait que on commence à attaquer le staking avec KuCoin, on commence à mettre en demeure aussi Coinbase avec le staking, on commence à possiblement définir Ethereum comme une notion de securities,
On a Gary Gensler, qui est le directeur de la SEC, qui dit tout simplement qu'il n'y a pas besoin de framework crypto, parce que le framework actuel des securities convient très très bien. Donc on a une attaque de toutes parts qui est en train de se faire, sur la partie bancaire, qui permet de pouvoir financer les entreprises, et d'un autre côté sur la partie réglementaire, où en fait il n'y a pas forcément besoin de réglementation, parce qu'on est en train d'appliquer une réglementation actuelle, et on est en train d'accélérer très fortement, parce que à travers une crise financière, on sait très bien aussi que les personnes vont chercher des solutions externes, et plus on limite l'accessibilité à ces solutions externes, plus c'est compliqué de pouvoir trouver un échappatoire. Là-dessus, je vais faire une transition qui va être, ok, mais est-ce que ça s'arrête là? Bah en fait, non, quand on commence à regarder un petit peu qui a racheté différentes banques, que ce soit la SVB, que ce soit la Signature Bank, et le plus marquant étant quand même la Signature Bank, nous avons Flagstar qui a racheté donc les éléments de la Signature Bank pour son activité sans son activité crypto, donc ça a été une obligation. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Flagstar, qu'est-ce que c'est? Flagstar, c'est une société qui, en elle-même, est en train de développer une solution d'interconnexion bancaire très forte pour pouvoir favoriser les assets hors crypto, donc sous-entendu quelque chose qui va être beaucoup plus lié à la monnaie de banque centrale. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que on a eu quoi? On a eu l'annonce de FedNow. FedNow qui est un système alors qui n'est pas lié à la monnaie de banque décentralisée, des banques centrales, mais à un système de paiement entre la Fed et les différentes institutions bancaires, mais qui est précurseur dans une forme de transaction, une facilité de transaction de prêt structurée. Donc on est dans une forme de centralisation de la monnaie et centralisation des biens monétaires. Et c'est très important parce que quand on regarde un petit peu les achats qui sont en train de se faire, que ce soit même, on va élargir un petit peu, à l'Europe, on a Crédit Suisse qui a racheté par justement son concurrent principal. On commence à avoir des possibilités d'avoir des géants qui sont en train de racheter d'autres banques. Ce qui est en train de se passer, on revient aux USA, ce qui est en train de se passer aux USA, parce que les dépôts, le bank run qui a lieu, les personnes retirent l'argent de quoi? De banques qui sont des banques régionales pour les déposer sur des banques nationales, des grosses banques, JP Morgan, qui elles-mêmes avancent les fonds pour gérer la liquidité de ces banques régionales. Donc là, actuellement, on se retrouve vraiment dans une forme de centralisation très très forte du domaine monétaire, avec possiblement des rachats multiples qui vont arriver dans les années suivantes. Alors, on va rester juste à la notion de la Fed un petit instant, parce qu'il y a la solution qui s'est mise en place, qui est une solution d'apport de liquidité. Quand on voit la balance sheet de la Fed, on se retrouve vraiment dans quelque chose où on se dit que le quantitative easing est en train de repartir. Bon, alors c'est totalement différent parce qu'on est sur un prêt d'un an, mais il faut bien se poser la question, que va-t-il se passer si jamais dans un an, les banques ne sont pas dans la capacité de pouvoir rembourser leurs prêts? Bon, bah, ce sera prolongé. 1 an de plus, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et à ce moment-là, on se retrouvera vraiment dans la notion de quantitative easing, alors qu'on se retrouve aussi dans une inflation relativement forte qui n'a pas encore entamé un cycle de descente suffisamment marqué pour se dire que on est dans une forme de pivot. Et là, c'est très très fort parce qu'il y a une pression forte qui est en train d'être effectuée au sein des USA, et sur la monnaie dollar. Monnaie dollar qui elle-même, quand on regarde sur une partie macroéconomique, qui est dans une attaque un petit peu de toutes parts, on le savait déjà, et c'est en train vraiment de s'accélérer aussi. On regarde quelque chose d'anodin dans lequel on voit Total Energy qui vend du GNL, donc du gaz liquéfié, qui a été à la Chine payé en yuan, alors que d'habitude, je rappelle que c'est le dollar qui est utilisé. Et on va encore aller plus loin. On voit l'Arabie Saoudite qui est en train de mettre en place des deals avec justement la Chine et qui rentre dans l'organisation de la coopération de Shanghai pour justement des transactions en dehors du pétrodollar. Très important, et là on va encore plus loin parce que l'ensemble des BRICS sont en train de s'émanciper du dollar. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé depuis un certain temps, on sait qu'il y a cette ambition qui existe, mais là on commence à avoir un certain nombre d'actions qui se caractérisent et qui se font. Alors on est encore très très loin, mais on sait aussi qu'il y a un projet central qui est porté par la Chine de moyens de paiement digital, une forme de MNMBC, donc de monnaie de banque centrale, qui n'en sera pas une, mais qui sera utilisée dans les transactions entre les différents acteurs comme la Russie, la Chine, la Thaïlande et l'Arabie Saoudite,
pour les différentes transactions et qui sera presque instantané. Ils en ont même fait un film de promotion. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très fort. Donc quelque chose qui impacte fortement le dollar dans son hégémonie internationale et forcément la place politique des USA, qui est porté principalement par son pétrodollar, par son dollar, bon pas que, vous allez me dire aussi par sa force militaire, ça on est tout à fait d'accord, mais ça n'empêche que la puissance financière est l'arme vraiment de guerre internationale que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle une soft war, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, et qui est en train de se durcir déjà depuis un certain temps, et à côté on a une Chine qui est en train de réconcilier vraiment le Moyen-Orient. Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on a l'Arabie Saoudite et l'Iran qui sont en cours de réconciliation grâce à une médiation principalement de la Chine. Et on a une réaffirmation très forte des liens entre l'Arabie Saoudite, entre l'Iran, entre les différents acteurs du Moyen-Orient, sur la Chine, et donc l'Orient qui est en train de se faire. Donc on a vraiment une segmentation de deux entités qui sont en train de se mettre en place, mais pour aller encore plus loin, c'est la scission entre les pros-USA et justement les pro-chinois. Bon, après, la notion de pro-chinois est toujours très relative, et il n'y a que la Chine pour servir la Chine. On est tout à fait d'accord, on est tout à fait conscient de ça, mais on a vraiment cette dichotomie qui est en train de se faire, et qu'on est en train de voir aussi dans des pays émergents, donc beaucoup l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, et la partie orientale. Donc on a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il va falloir vraiment considérer ça et se poser la question, quelle est la place de l'Europe dans tout ça? Quelle est la place de l'Europe qui se trouve vraiment entre les deux, qui est entre le marteau et l'enclume? Ben c'est le domaine européen, et c'est pour ça aussi que quand on voit TotalEnergies qui commence à accepter le yuan, c'est peut-être aussi une position qui est en train de s'affirmer et de se désolidariser. Alors peut-être beaucoup trop tôt, je suis encore vraiment dans une forme d'hypothèse, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, que ça pourrait arriver, de se retrouver avec une Europe qui serait en jonction entre les deux, un petit peu comme la Turquie qui essaie vraiment de se positionner entre l'Europe et la Russie, où on a quelque chose qui est ni blanc ni noir, qui est plutôt gris, alors qu'on avait depuis déjà plus de 50 ans, 60, 70 ans, vraiment la confrontation entre le bien, le mal, d'un côté, entre guillemets, c'est la représentation qui a été effectuée et qui a été portée grandement par la guerre froide avec l'Occident versus l'Orient et le pôle communiste, le pôle capitaliste, où on avait cette segmentation, et l'Europe faisait partie vraiment de la notion capitaliste. Et maintenant que cette notion capitaliste communiste est en train de s'effacer, on est en train de se diriger vers quelque chose qui est tout autre, où on a une lutte vraiment monétaire, et personnellement j'ai tendance à considérer que on est au bord d'une notion de shift monétaire structurel. Je pense que ça va se faire doucement, mais c'est quelque chose qui peut se faire aussi rapidement. C'est pas parce qu'elle se fait doucement et calmement que elle ne va pas être en s'accélérant, parce que notre monde s'accélère, et on est au milieu de ce shift monétaire. Et on peut se poser la question de quelle est la place du BTC dans tout ça? Quelle est la place du BTC dans cette modification monétaire forte entre deux entités, voire potentiellement d'autres entités qui vont apparaître? C'est la grande question qu'il faut se poser. Personnellement, j'ai tendance à considérer qu'il a survécu à bien pire, et qu'il survivra et se renforcera tout au long de ce passage très fort, et on voit déjà la réaction haussière qu'on a eu du BTC sur la crise crypto-bancaire qui s'est effectuée. Donc pour moi, on a une réaction, on a quelque chose où on peut escompter un BTC qui va en sortir plus fort que jamais. Et suite à cette tentative, parce que c'est toujours une tentative pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est en train de se faire et qui est acté déjà, enfin c'est quelque chose qui est en train de se faire mais qui n'est pas acté, c'est une tentative de modification de l'ordre monétaire. La seule chose dans laquelle je suis justement certain, c'est que pour moi le BTC aura sa place dans ce nouveau monde monétaire si jamais il arrive à maturité, et que peu importe ce qui se passera, le BTC aura une place. Et moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans une forme de choke point qui est en train de se faire, avec aussi une forme de législation qui va arriver avec le G7 qui est en train de nous préparer un framework aux petits oignons? Je pense que ça va être assez salé, il va falloir regarder ce qui va se passer. Mais est-ce que pour vous,
On est vraiment dans une forme de shift monétaire structurel. Est-ce que le BTC aura sa place dedans? Dites-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à interagir sur Twitter, je vous mettrai l'ensemble des liens et aussi de la vidéo de Simon sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à rejoindre directement en commentaire et en description, et je vous dis à demain pour une interview de Galéon sur justement la notion d'entreprendre en crypto et en France, et on vous parlera aussi de le changement de la réglementation en France et l'impact que ça a pour les sociétés comme Galéon, et vous allez voir, c'est très enrichissant. C'est une vidéo qui n'est quasiment pas cut, vous allez voir l'ensemble des échanges, et je pense que ça vous plaira. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées. Tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots. Tu vas avoir aussi des stratégies automatisées. Tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancer pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.